Donc partir plus précisément sur la partie méthodologique. Nous verrons à la fin qu'il y a même un petit lien avec le nucléaire. Donc oui, l'objectif de ma présentation, c'est des éléments de méthodologie pour l'étude des publics de la communication de crise sur les médias sociaux. Donc, elle sera structurée de la sorte. Donc, dans un premier temps, nous verrons comment les médias sociaux sont devenus des outils incontournables pour la communication de crise. Ensuite, nous verrons successivement des méthodes et des outils pour la collecte, le stockage et l'analyse des contenus générés par les utilisateurs sur ces médias sociaux. Et enfin, nous conclurons par les enjeux et perspectives de ce domaine de recherche. Donc, pour revenir un peu sur les fondements théoriques, une crise peut être décrite comme un événement imprévisible pour avoir des conséquences négatives. Et ce qui est important, c'est de noter que la crise, c'est avant tout une perception subjective, une construction par les différents publics impliqués. Pour cette présentation, nous limiterons à une définition restreinte de la crise, celle de Whelan, qui comprend les catastrophes naturelles, industrielles, les actes terroristes ou encore les conflits armés, mais surtout qui exclut la dimension de crise institutionnelle qui occupe une part importante de la littérature de la communication de crise, mais qui présente des caractéristiques très différentes, donc on va les laisser de côté. Par médias sociaux, bon, j'imagine qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer, c'est ces outils constitutifs du Web 2.0 et le Web facilitant la communication et les échanges entre les internautes. Donc on a constaté depuis quelques années une appropriation de ces médias sociaux en situation de crise. Donc, quelques petits exemples. Donc, comme vous pouvez voir déjà ici, cette image et le tweet qui l'accompagne date de 2009, lorsque un avion a dû amérir en urgence dans l'Hudson River, aux États-Unis. C'est un tweet qui est important, puisque pour la première fois, Twitter a devancé les journalistes pour la diffusion d'une information de cette importance. Donc c'était un utilisateur de Twitter qui était sur place, sur un bateau, qui s'est détourné pour aller porter secours aux passagers et qui a diffusé l'information et qui a été retweeté un nombre incalculable de fois. Et cette tendance s'est reproduite au cours des années suivantes. Les institutions ont pris conscience de l'importance de ces outils pour diffuser l'information dans des situations critiques. Ainsi, en 2011, l'AIEA, sur son compte Twitter, a régulièrement mis des informations sur la situation des réacteurs de Fukushima. Et plus récemment encore, les institutions ont commencé à établir une communication à double sens, un véritable dialogue avec les utilisateurs de Twitter. Donc, comme ici, en 2013, lorsqu'après l'attentat de Boston, du marathon de Boston, la police a demandé aux utilisateurs d'envoyer toutes les vidéos, toutes les photos possibles de la ligne d'arrivée pour identifier les terroristes. Donc on voit qu'elle a commencé à mobiliser le crowdsourcing pour participer à la gestion de la crise. Donc cette appropriation des médias sociaux, elle s'accompagne de nouveaux usages, d'usages émergents pour lesquels les utilisateurs sont prescripteurs. Il s'agit principalement d'usages destinés à favoriser le partage, la vérification et l'exploitation d'une très grande masse d'informations à très large échelle. Donc on peut voir la communication de crise sur les médias sociaux comme un travail collaboratif à la fois hautement parallèle, au sens informatique de parallèle, puisqu'un grand nombre d'utilisateurs travaillent en même temps, et distribué, là aussi au sens informatique, puisque ces utilisateurs sont situés aux quatre coins de la planète. Pour étudier cette communication de crise, il est nécessaire donc de pouvoir constituer des corpus, et pour cela, les médias sociaux nous donnent accès au contenu généré par les utilisateurs grâce à des interfaces de programmation, des API, donc qui nous permettent d'accéder à la fois au contenu des publications, donc les textes, les images que les publics produisent sur ces plateformes, mais aussi aux métadonnées associées à ces publications, donc des dates de création, des outils utilisés, des coordonnées géographiques, et également des informations relatives aux utilisateurs, donc que ce soit leur profil ou les relations qu'ils entretiennent avec les autres utilisateurs de la plateforme.
le problème, c'est que ces API sont limitées, principalement pour réduire la charge des infrastructures qui les supportent. Une des limites les plus problématiques, c'est notamment le cas sur Twitter, c'est qu'il n'est pas possible de collecter, par exemple, si on cherche à collecter des tweets relatifs à un mot-clé, on ne peut pas collecter de tweets datant de plus d'une semaine. Ça pose un problème, ça veut dire que la constitution de corpus relativement exhaustif sur ces plateformes n'est pas possible a posteriori. Il faut donc compter sur les fonctionnalités temps réel de ces API et donc procéder à la collecte pendant la crise. Donc la plupart de ces plateformes implémentent le protocole PubSub-Abud, donc qui est, pour faire simple, un système d'abonnement où on définit un mot-clé ou un groupe d'utilisateurs ou une localisation qui nous intéresse et l'API nous notifie en temps réel des nouveaux contenus disponibles pour ce critère de collecte. Donc ici, nous nous concentrerons principalement sur Twitter, Flickr et Instagram, puisque seules ces plateformes permettent une collecte portant sur l'ensemble de la base d'utilisateurs. Donc je vais expliquer un peu plus précisément, c'est-à-dire que par exemple sur YouTube, lorsqu'on cherche à recevoir les nouvelles vidéos pour YouTube relatives à un mot-clé, il faut spécifier les utilisateurs ou les groupes d'utilisateurs pour lesquels on veut effectuer cette collecte. Ça pose problème lorsqu'on étudie la communication de crise, puisque les publics dits d'intérêt ne sont pas forcément prévisibles a priori. Et donc, sur Twitter, Flickr ou Instagram, il est possible de collecter l'ensemble des publications par l'ensemble des utilisateurs relatifs à nos critères de collecte. On est moins limité. La localisation, la géolocalisation est aussi un critère intéressant pour la collecte des médias, notamment sur Flickr et Instagram, puisque la plupart des smartphones et de plus en plus des appareils photo possèdent des puces GPS, donc les photos sont immédiatement annotées. Dans le cas de Twitter, c'est un peu plus problématique, puisque seule une très faible proportion des tweets portent des annotations géographiques, donc ce n'est pas forcément un critère de collecte pertinent sur ces plateformes. Une fois qu'on a collecté ces données provenant de plusieurs plateformes, on rencontre des problèmes, puisque ces différentes plateformes utilisent différentes structures, différents formats de données, donc il est nécessaire de construire une représentation unifiée de ces données. Pour ça, on peut mobiliser les technologies du web sémantique. Donc, pour faire très simple, le web sémantique, c'est une extension du web actuel qui a pour spécificité qu'au lieu de lier des documents, les pages web, elle cherche à lier des connaissances d'une manière compréhensible par la machine. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un web qui est seulement lisible par les humains, on va créer un web qui est lisible par les machines aussi. Donc ici, on s'intéressera à deux concepts du web sémantique, le modèle RDF et les ontologies. Donc le modèle RDF sert à représenter les connaissances atomiques sous forme de triplets. Par exemple, ce tweet a pour mot-clé Fukushima. C'est un triplet et on peut le coder d'une manière à ce que la machine puisse le traiter. Et l'ontologie, qui elle est une formalisation des concepts, des relations entre les concepts qu'on utilise dans le modèle RDF, de manière à favoriser l'échange et la réutilisation de ces concepts. Donc, les ontologies existantes peuvent être mobilisées pour représenter les informations issues des médias sociaux. Donc ici on utilisera SIOC et FOF. Donc SIOC, c'est une ontologie qui sert à représenter les interactions sur les communicateurs en ligne. Et FOF, c'est une ontologie qui sert à représenter les personnes et les relations entre les personnes. Donc vous voyez ici que en utilisant un certain nombre des propriétés et des classes fournies par ces ontologies, on peut représenter un grand nombre de métadonnées issus, dans ce cas, d'un tweet. Donc, par exemple, avec AskCreator, on est capable de lier le tweet avec son creator. On est capable de lier un tweet avec le tweet duquel il est une réponse, ou lier un tweet avec les hashtags qu'il contient. Pour faire plus concret, donc voici un tweet de l'AIEA,
Et en dessous, vous voyez la représentation sous forme de triplet RDF, donc un graphe de triplet, où on retrouve en fait des données extraites de ce tweet. Donc, bien sûr, le texte du tweet, mais aussi la date de création, les deux hashtags qu'il comprend. Ici, on voit l'identifiant du tweet, et donc à chaque fois, on retrouve la logique du triplet, l'identifiant du tweet, le prédicat, la propriété, et la métadonnée qui est associée. Donc, l'analyse de ces données collectées pourra bien sûr se faire sur les métadonnées et les contenus de ces publications. Les métadonnées vont nous permettre d'analyser notamment la fréquence de rediffusion pour un certain mot-clé ou encore l'évolution temporelle du partage de certaines URL. Tandis que pour analyser le contenu, on va mobiliser des outils de l'analyse du langage pour notamment analyser les sentiments, les émotions associées à ces textes pour mieux les classer, en sachant que la principale difficulté pour l'analyse du contenu, c'est que souvent ces contenus sont très courts, avec des conventions très particulières, et donc il est souvent nécessaire d'adapter les outils pour pouvoir analyser le texte qui est contenu. Bien sûr, on a vu que les triplets RDF forment des structures de graphes. On va pouvoir mobiliser l'analyse structurale des réseaux sociaux pour analyser ces graphes. Ça paraît évident, on peut analyser les graphes d'utilisateurs, notamment quel utilisateur mentionne quel utilisateur ou quel utilisateur est abonné aux publications d'un autre utilisateur. On peut également s'intéresser à d'autres types de graphes, notamment des co-occurrences de tags. Quels mots-clés sont utilisés ensemble dans des publications, ce qui va nous permettre de faire émerger des thématiques plus complexes au sein des corpus. On peut également s'intéresser à toutes sortes de graphes hétérogènes, notamment quels mots-clés sont utilisés par quel utilisateur ou associés à quelle URL. Et sur l'ensemble de ces graphes, on peut mobiliser les métriques de l'analyse structurale pour analyser à la fois le graphe dans son ensemble et la position de certains nœuds au sein de ce graphe. La visualisation des données peut également être utile, donc à la fois pour communiquer les résultats, mais aussi pour la phase d'analyse. Par exemple, sur cette image, les auteurs ont représenté sur une carte donc la distribution des utilisateurs de Twitter à Manhattan. C'était juste après que l'alerte ait été donnée pour l'arrivée de la tempête Sandy. Et ce que révèle la visualisation, et qui n'est pas forcément possible de voir autrement par cette visualisation, c'est que lorsqu'il y a eu cette alerte, au lieu de se diriger vers les abris, comme la petite cabane marron ici, en fait, les personnes se sont ruées vers les supermarchés pour faire des réserves. Donc là, on voit bien que lorsqu'on analyse des corpus de cette dimension et de cette complexité, la visualisation est un outil extrêmement intéressant pour le chercheur. Donc bien sûr, on peut utiliser des outils de cartographie, mais aussi des visualisations temporelles ou encore des visualisations de graphes, à l'aide de la grande quantité d'outils disponibles. Bien sûr, lorsqu'on cherche à utiliser ces outils, il faut avoir conscience des biais qui peuvent survenir à tous les niveaux de l'analyse, donc à la fois le choix des critères de collecte, notamment choisir les mots-clés qu'on va utiliser pour collecter des contenus, c'est extrêmement important puisque ça influence les contenus auxquels on va pouvoir accéder et donc l'ensemble des résultats qu'on va pouvoir en tirer. Il faut bien sûr aussi, comme tu disais, faire attention aux outils qu'on peut utiliser et ne pas les considérer comme des boîtes noires, puisque les programmes en eux-mêmes, qu'il s'agisse de programmes d'analyse ou même des programmes de visualisation, sont porteurs également de biais de l'analyse, de la manière dont ils sont conçus et de la manière dont on les utilise. Du coup, puisque généralement on ne peut pas éviter d'utiliser ces outils, il faut chercher à les comprendre et à ne pas les considérer comme irréprochables, de manière à garder conscience de l'influence qu'ils ont sur le résultat.
Donc cette méthodologie, pour conclure un peu, elle présente un double enjeu. C'est-à-dire qu'à la fois, elle est utile aux chercheurs pour analyser la communication de crise sur ces médias, mais elle peut également être mobilisée pour construire des outils d'aide à la gestion de crise à destination des publics affectés par la crise. Donc c'est le cas par exemple de Ushavi, qui est une plateforme de cartographie interactive qui sert à rassembler des alertes, des besoins, des ressources ou des actions en cours lors d'une crise, qui a été créée lors des violences électorales au Kenya, qui est utilisée avec succès à Haïti notamment et au Japon. C'est également le cas de Safecast, qui est une cartographie collaborative des mesures de radiation, initiée également au Japon suite à l'accident de Fukushima, et qui récemment a été primée par l'AIEA. Donc le double enjeu, il est présent dans le projet Scopanum auquel je participe au sein de l'équipe Kuhn. C'est un projet financé par le Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique pour 2 ans, en partenariat avec le CEPN, donc Centre d'études et d'évaluation de la protection nucléaire, qui nous apporte des compétences techniques en radioprotection, donc qui cherche à analyser les spécificités des usages des médias sociaux lors de la phase post-accidentelle nucléaire. Donc pas l'accident nucléaire en lui-même, mais la phase de résilience qui le suit pendant des mois, des années, plus. Donc l'objectif, c'est d'analyser notamment les publics concernés avec une attention particulière pour les facteurs de confiance et de crédibilité dans l'échange d'informations. On cherchera ensuite à créer un modèle, puis une ontologie de ces situations de communication, intégrant notamment quels sont les publics susceptibles d'être concernés, quelles sont les informations dont ils peuvent avoir besoin. Ontologie qui sera testée par la construction de démonstrateurs basés sur des scénarios concrets pour l'aide à la décision au sein des publics affectés par cette situation. Je pense que je suis dans le temps.